Merci d'écouter la radio nationale du Mali. Il est 9h à Bamako, 10h à Marrakech au Maroc. Le journal Bourama Traoré. Les titres. Le Maroc va ouvrir ses infrastructures routières, portières et ferroviaires au pays du Sahel. Une initiative internationale du roi Mohamed VI qui vise à donner plus de poids à l'économie de ces pays, autour de laquelle une réunion ministérielle s'est tenue hier à Marrakech. Top départ du concours de la fonction publique. Ils sont plus de 64 000 candidats dans les starting box pour 1489 postes à pourvoir. Le ministre en charge de la fonction publique a lancé hier les épreuves. Journée de célébration de l'excellence, la Fondation Smela Sissé récompense les meilleurs élèves admis au diplôme d'études fondamentales. Ils ont reçu hier leur prix à la faveur d'une cérémonie aux saveurs presque particulière. Ils sont devenus nos compagnons de tous les jours, mais ils peuvent s'avérer parfois très dangereux pour notre santé. Entendez par là les ordinateurs et les téléphones portables qui sont à l'origine des maladies oculaires, mais pas seulement. C'est le sujet du Focus Santé de ce dimanche. Sport handball, l'USFAS Hommes et l'AS Police Dames ont remporté les trophées 2023 de la Super Coupe du Mali Marcel Dako. Football, la 10e journée du championnat national de Ligue 1 a pris fin hier. La synthèse à suivre avec Famourou Djurti. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette première édition de Mali Actualité. Direction Marrakech au Maroc où le chef de la diplomatie malienne Abdoulaye Diop a participé hier à une réunion ministérielle sur l'initiative internationale du roi Mohamed VI. Elle vise à faciliter l'accès des pays du Sahel, notamment le Burkina Faso, le Niger, le Mali et le Tchad, à l'océan Atlantique. De façon concrète, ces pays vont utiliser les infrastructures routières, portuaires et ferroviaires du Maroc pour donner plus de poids à leurs économies respectives. Le récit de nos envoyés spéciaux à Marrakech, Siaga Konaté et Djeli Maganjabati. L'initiative internationale du roi Mohamed VI du Maroc consiste à favoriser l'accès des États du Sahel à l'océan Atlantique. Les ministres des Affaires étrangères du Mali, du Burkina Faso et du Niger se sont réunis à Marrakech avec leur homologue marocain Nassir Bourita pour échanger sur cette initiative annoncée par les souverains marocains à l'occasion du 48e anniversaire de la Marche verte. Le Maroc veut ainsi renforcer l'intégration et la coopération régionale, la transformation structurelle des économies de ces pays. Il est prêt à mettre à leur disposition ces infrastructures routières, portières et ferroviaires pour soutenir cette initiative qui est bien appréciée par le Mali. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale. Le Mali est un pays enclavé. Le Mali a de tout temps été partie prenante de toutes les initiatives qui concourent à renforcer l'intégration, la coopération régionale et les échanges entre pays. En tant que pays enclavé, naturellement, nous avons manifesté notre intérêt de venir ici sur la base des directives de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, qui nous a autorisé à prendre part à cette rencontre. Pour nous, pays enclavés, nous nous situons aussi dans le cadre de l'Alliance des États du Sahel. Comme vous le savez, dans le cadre de l'Alliance des États du Sahel, il y a un important volet développement économique et au sein de ce volet, il y a un pilier important qui touche au développement des infrastructures structurantes au niveau de la région, dont des infrastructures de transport. Cette dimension de l'Alliance des États du Sahel cadre bien aussi avec les priorités de cette initiative royale marocaine qui vise essentiellement à faciliter les échanges, à mettre en place des plateformes logistiques, à soutenir la facilitation des échanges, à travailler ensemble pour développer des réseaux de communication, de transport entre nos pays, et pour pouvoir lier ces réseaux aux infrastructures régionales et pourquoi pas faciliter notre connexion au marché mondial pour permettre de mieux écouler. La réunion ministérielle a décidé de la mise en place des commissions techniques qui vont réfléchir aux contours et modalités de mise en œuvre de l'initiative royale.
Abdoulaye Diop. Beaucoup d'informations nous ont été données et nous voyons vraiment la pertinence d'un certain nombre d'axes de programmes structurants qui sont sur la table. Naturellement, c'est une première étape. Il est convenu que nous puissions mettre en place dans chacun de nos pays des équipes techniques qui puissent regarder l'ensemble des éléments qui sont proposés, qu'on puisse nous-mêmes définir aussi ce qui est prioritaire et important pour nos pays en termes d'infrastructures, soit routières, d'infrastructures de transport ou de transport d'énergie. Notre enclavement est utilisé aussi par d'autres pays autour de nous ou des institutions régionales pour sanctionner nos pays, pour les asphyxier souvent et pour punir nos populations. Donc nous avons l'obligation d'envisager tous les partenariats pour pouvoir faire en sorte que nos productions que nous souhaitons soient transformées localement puissent être écoulées et facilement et que nous puissions aussi importer des marchandises en ayant plusieurs alternatives. Dans le communiqué final qui a sanctionné les travaux, les pays du Sahel saluent la pertinence de cette initiative à laquelle ils adhèrent d'ailleurs. Pour le ministre marocain Nassir Bourita, elle est la promesse d'un tournant stratégique pour le Maroc et les pays sahéliens. Selon lui, le roi Mohamed VI propose de repenser le paradigme et de construire ensemble des solutions créatives et courageuses pour le développement des pays du Sahel. Marrakech, Chara Konaté, Djelimagan Djabate pour l'ORTM. Nous restons hors du Mali. Au Bénin, le président Patrice Talon évoque son départ du pouvoir en 2026. Dans un entretien de plus d'une heure à la télévision nationale, il a évoqué non seulement son départ, sa succession en 2026, mais aussi rejeté les demandes insistantes de l'opposition. Il s'agit des assises nationales, d'une amnistie pour Rekia Madougou et Joël Aïvo. Sur ces sujets, sa position n'a pas varié. Il dit non. Au Sénégal, un nouveau candidat à la présidentielle de février 2024, et ce n'est pas un inconnu, Karim Wade, le fils de l'ancien président Abdoulaye Wade, a déposé son dossier au Conseil constitutionnel dans la nuit de vendredi à samedi. Je suis heureux de vous annoncer que mon dossier de candidature à l'élection présidentielle du 25 février prochain a été déposé aujourd'hui. Un pas de plus, ensemble vers un avenir meilleur pour le Sénégal, a écrit sur son compte Twitter l'opposant sénégalais qui vit en exil. En RDC, 4 jours après les élections générales, les résultats commencent à tomber. Mais un collectif de candidats à la présidentielle a dénoncé hier ce qu'il appelle des simulacres d'élections. Dans un communiqué conjoint, ces candidats ont annoncé la tenue d'une grande manifestation publique pour le mercredi 27 décembre à Kinshasa, la capitale. Enfin, 20 personnes, dont 19 civils, ont été tuées dans l'ouest du Burundi dans une attaque revendiquée par le groupe rebelle Ourari Tabara. C'est ce qu'a annoncé hier le gouvernement. L'attaque a été menée vendredi soir dans la localité de Fijizo, située à une vingtaine de kilomètres de la capitale économique Bujumbura et frontière de la République démocratique du Congo. 9 autres personnes ont été blessées et hospitalisées, précise le gouvernement, qui condamne un acte terroriste ignoble et barbare. Nous revenons au Mali. La communauté chrétienne du Mali, à l'instar des autres pays, commémore demain lundi la nativité de Jésus-Christ. Au-delà de la réjouissance, l'événement sera marqué par des messes et des prières. Comme à l'accoutumée, le ministre en charge des affaires religieuses a livré un message à la communauté chrétienne du Mali. Nous y reviendrons dans nos futures éditions. À présent, parlons du concours de la fonction publique. Ils sont plus de 64 000 candidats, toutes spécialités confondues, à se lancer dans la course. À l'arrivée, 1489 seront déclarés vainqueurs de la compétition. Le ministre en charge de la fonction publique a lancé hier les épreuves au lycée Ba-Anata Diallo en compagnie de ses collègues de l'agriculture et de la santé. La première enveloppe a été ouverte sous l'œil vigilant de notre reporter Fadema Keita. Compétition très ardue car tous les 64 504 candidats inscrits cherchent à être parmi les 1489 à intégrer dans la fonction publique de l'État. Répartis entre 6 régions et le district de Bamako, le ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social donne l'assurance. Seuls les plus méritants seront parmi cet effectif à recruter. Façon Koulibaly. Le conseil que nous pouvons donner aux candidats, c'est qu'un concours, c'est une compétition. Ça veut dire que les meilleurs vont passer. Il faut que les jeunes soient rassurés. Les parents des candidats aussi soient rassurés sur ce point-là, que nous engageons à faire un concours propre, basé sur l'équité, l'égalité, la justice et la transparence. Dans ce centre, c'est-à-dire au lycée Ba-Anata Diallo, ils sont 2033 candidats répartis entre 34 salles. Dr Ousmane Magassi, président du centre du lycée,
Baminata Diallo. Les dispositions pratiques, ça c'est la disposition classique. Les 2 surveillants par salle, les candidats sont présents, les officiels sont venus. Toutes les dispositions ont été prises. On a exigé que les téléphones soient dehors, que les candidats soient responsables. On est là également pour veiller à la transparence des épreuves. Ce concours de recrutement dans la fonction publique de l'État, lancé ce 23 décembre 2023, prend fin le 31 du mois. Il se déroulera tous les jours, excepté le 25 décembre, jour de Noël. Nous restons avec le concours de la fonction publique qui se déroule également à Sikasso. Sur place, le ministre en charge de l'environnement en compagnie du gouverneur des régions s'est rendu à l'unique centre de la région. Constat, les candidats composent dans la sérénité. En marge du lancement de ce concours, le ministre Mamadou Samaké a visité les infrastructures d'assainissement de la ville pour s'enquérir de l'évolution des travaux. Le témoin est notre correspondant sur place, Ségou Konaté. À Sikasso, dans le cadre du lancement de la Journée internationale des migrants, le ministre Samaké a saisi l'occasion pour visiter la décharge finale de la ville et la station de traitement des boues de vidange. Sur ces 2 sites, le ministre a pu apprécier les efforts faits et les difficultés auxquelles les unités sont confrontées et qui ont pour nom la vétusté des moyens roulants, bennes, pelles chargeuses et autres machines pour la décharge finale. Quant à la station de traitement des boues de vidange, son opérationnalisation est prévue pour très bientôt. Mamadou Samaké, ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Désormais, avec cette nouvelle station qui sera opérationnelle bientôt, Sikasso disposera d'une unité de traitement des boues de vidange et à l'issue du traitement, nous aurons de l'eau qui peut être réutilisée pour arroser la production de l'engrais organique, mais aussi nous aurons la production de boue aussi qui peut être utilisée pour alimenter la fabrication d'engrais, mais qui peut être utilisée directement aussi pour, enrichir les champs ou à d'autres fins. Par avant, le ministre Samaké avait visité les services relevant de son département. De la direction régionale des eaux et forêts à la direction régionale de l'assainissement, du contrôle des pollutions et nuisances, le chef du département a pu constater les conditions de travail des agents, recueillir les difficultés que connaissent ces directions et apporter des réponses aux préoccupations soulevées, comme l'insuffisance de personnel, le manque de moyens matériels, entre autres. Ils ont pris note des difficultés auxquelles ils sont confrontés. Et nous allons travailler, Inch'Allah, dans les jours prochains pour essayer de résorber au fur et à mesure ces difficultés-là qui se résument essentiellement au manque de personnel, surtout personnel d'appui, mais aussi personnel d'encadrement. La visite des sites de reboisement a mis fin à cette visite de terrain à Sikasso. Sikasso, Sékou Konaté et Suleiman Bamba pour l'ORTM. Journée de célébration de l'excellence. La Fondation Soumela Cissé respecte une tradition, celle de récompenser les meilleurs élèves admis au diplôme d'études fondamentales. L'activité qui a sa 3e édition s'est déroulée hier à Bamako. Les lauréats ont reçu des ordinateurs et des enveloppes. L'initiative est soutenue par le département de l'éducation nationale. Pour son premier responsable, il n'y a pas de pays qui avance sans des ressources humaines de qualité. Le compte-rendu est signé Mamadou Fani. La culture de l'excellence, seule garantie pour un avenir meilleur. Et c'est cette excellence qui est célébrée ce jour pour la 3e année consécutive par la Fondation Soumela Cissé pour l'espoir et l'excellence. Cissé Astan Traoré, présidente de la Fondation Soumela Cissé pour l'espoir et l'excellence. La cérémonie de remise des prix aux meilleurs élèves du diplôme d'études fondamentales fait partie des rendez-vous annuels très important pour la Fondation Soumela Cissé pour l'espoir et l'excellence. Cette rencontre est la fête du mérite et de l'excellence. Elle m'offre aussi l'agréable occasion de nous retrouver encore une fois avec la communauté éducative pour célébrer l'excellence. Je suis donc très heureuse de perpétuer cette tradition. Tradition qui, depuis le 18 décembre 2021, honore nos élèves des classes du diplôme d'études fondamentales. Le choix de cette année a porté sur 3 élèves de la région de Mopti et la primaire nationale au DEF qui ont reçu des enveloppes symboliques et des ordinateurs. Fadimatou Boiré, porte-parole des lauréats primaire nationale au DEF. Au nom de tous les lauréats, pour exprimer notre profonde gratitude envers la Fondation Soumela Cissé pour avoir organisé cette cérémonie de remise de prix, pour récompenser les meilleurs et cultiver l'excellence. Je tenais aussi à encourager mes très chers camarades à persévérer dans les études pour le développement de notre très cher pays, le Mali. Amadou Sissavané, ministre de l'Éducation nationale. Il n'y a pas de pays qui avance sans des ressources humaines de qualité. Il faut répondre présent le jour des grands rendez-vous. La compétition, elle est ardue pour que nous arrivions à être à la hauteur de cette compétition.
Ancien ministre, ancien président de la commission de l'IMOA, Soumaïla Cissé a de son vivant toujours mis l'accent sur l'excellence à travers l'éducation, la formation et un engagement personnel. La 3e édition du prix d'excellence de la fondation qui porte son nom est une manière de perpétuer ses idéaux. Oui, ces idéaux d'excellence et surtout de paix. La paix, on en parle avec la direction du Festival de Vivre Ensemble qui lance à Tombouctou le projet d'appui à la résilience du monument Flamme de Paix, un édifice qui mérite d'être entretenu et préservé. C'est dans ce cadre justement qu'intervient la coopération allemande à hauteur de 30 millions de francs CFA. De Tombouctou, une correspondance de Salim Konaté. Prôner la cohésion, l'entente et le vivre ensemble dans la cité des 333 saints est la vision de l'initiateur du festival Vivre Ensemble. D'où le lancement du projet d'appui à la résilience du monument Flamme de la Paix comme symbole du vivre ensemble. Il s'agit en clair de faire du monument Flamme de la Paix un site adapté de rencontre de la jeunesse afin qu'elle promeuve des formes d'expression culturelle pouvant contribuer au débat sur la gouvernance et au renforcement du vivre ensemble. Salah Maïga, directeur du festival Vivre Ensemble. Le développement d'un centre culturel comme le site du monument Flamme de la Paix pourrait bien contribuer à développer un centre culturel comme le site du monument Flamme de la Paix, à cette évolution positive de la société en permettant le regroupement de toutes les composantes de la communauté, particulièrement de la jeunesse, pour partager dans la communion des messages de paix. Bokar Sadek, représentant du maire de la commune urbaine de Tombouctou. Le vivre ensemble fait partie de la culture tombouctienne. Et si aujourd'hui la Flamme de la Paix symbolise cet acte, je crois qu'il n'y a rien de meilleur. Financé par la coopération allemande, ce projet est mis en œuvre par le programme Donko Nimaya à compter de ce mois et prendra fin en février 2024. Mamadou Tembeli, directeur de cabinet du gouverneur de Tombouctou. La présente cérémonie qui consacre le lancement du projet de résilience du monument Flamme de la Paix comme symbole du vivre ensemble vient s'ajouter aux multitudes d'actions menées par l'ensemble des acteurs et principalement la direction du festival Vivre Ensemble qui a su réhabiliter l'ensemble du monument à travers clôture, aménagement d'air pour la tenue des différentes activités du festival. La cérémonie de lancement a regroupé les parties prenantes, à savoir les représentants des instances de la jeunesse, les fêtières des femmes ainsi que les légitimités coutumières. Tombouctou, Saloum Konaté, Hassan Aïdara pour l'ORTM. Sport au football, la 10e journée du championnat national de Ligue 1 a pris fin hier. L'AS Real est désormais co-leader avec l'US Bougouba. Handball, l'US FAS Hommes et l'AS Police Dames ont remporté les trophées 2023 de la Super Coupe du Mali. Marcel Dako, la synthèse de l'actualité sportive, porte la signature de Famourou Djourti. Supercoupe du Mali 2023, Marcel Dako de handball. Les finales se sont disputées ce samedi dans la salle Salamatou Maïga du Palais des Sports de Bamako. Chez les dames, l'AS Police a battu 27-25 le centre omnisport de Missabougou, COMBA. Du côté des messieurs, l'USFAS a pris le meilleur sur le Sigui de Kaï, vainqueur de la Coupe du Mali 26-22. La Supercoupe du Mali Marcel Dako de handball était parrainée par le colonel-major Famouké Kamara, chef d'état-major de la garde nationale, en présence du colonel Cheikh Mamadou Chérif Tounkara, le président de la Fédération malienne de handball, sous la présidence du ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, Abdul Kassim Ibrahim Fomba, que je vous propose d'écouter. Il est au micro de Salifou Edrago. Si on est suffisamment vigilant et qu'on regarde un peu le monde du sport, aujourd'hui le handball est en train de pleinement jouer son rôle par rapport à la promotion de sa propre discipline à travers sa fédération. Ça, c'est un premier sentiment de satisfaction. Le deuxième point, c'est que c'est une super coupe Marcel Dako. Et vous savez, le fait d'attribuer le nom d'une grande personnalité comme ça, qui a beaucoup œuvré dans le monde du sport, et l'associer surtout également qui a fait beaucoup de choses pour le handball, c'est extrêmement important. La Supercoupe du Mali Marcel Dako 2023 de handball marque le démarrage officiel de la nouvelle saison sportive de handball au Mali. La 10e journée du championnat national de football de Ligue 1 a rendu son verdict ce samedi. En clôture, l'Union sportive du Cercle de Kita a enfin décroché une victoire cette saison. Les Quitois se sont imposés 1-0 devant les 11 créateurs. L'ASCO et l'ES Bougouni n'ont pas pu se départager, un but partout. La surprenante formation de Bougouba est venue à bout de l'AS Police par 2-0. Avec 20 points, l'US Bougouba, promu en Ligue 1 cette saison, partage désormais la tête du championnat avec l'AS Real. Le Stade malien de Bamako a dominé 2-0 Afrique Football Elite.
Auparavant, vendredi 22 décembre, l'USFAS a réalisé le carton de la 10e journée en battant 4-1 l'AS Black Star. L'AS Bakaridjan et le COB ont gagné 1-0 contre respectivement le Djoliba AC et ATS de Koro. Le leader l'AS Real n'a pas pu se défaire de Binga FC, score 0-0. Au classement, le Real et Bougouba sont co-leaders avec 20 points. Avec son match nul là dans cette journée, l'ASCO, 17 points, a chippé la 3e place au Djoliba AC. Les Rouges de Bamako sont au pied du podium avec 16 points. La zone rouge est occupée par l'AS Police, 10 points, ATS de Koro, 9 points, USC Kita, 8 points et l'AS Black Star avec 3 unités. La 11e journée se joue mardi 26 et mercredi 27 décembre 2023. Focus Santé. Ils sont devenus incontournables dans notre vie au quotidien, mais leur utilisation abusive a un impact négatif sur la santé. Il s'agit des ordinateurs et des téléphones portables. Preuve, le nombre des maladies oculaires devient de plus en plus préoccupant et celui des porteurs des verres correcteurs connaît une forte augmentation. Face à la situation, les spécialistes conseillent de jouer la carte de la modération. Le reste nous est raconté par Koumba Sissé dans le Focus Santé de ce dimanche. Avec la numérisation de l'information, nombreux sont ceux qui passent des heures entières devant l'écran de l'ordinateur. Pour ce qui concerne les téléphones portables, il est lui aussi utilisé de façon abusive par certaines personnes. Ces appareils avec des rayons qu'ils dégagent provoquent la fatigue visuelle, la migraine et diminuent progressivement la vision. Brahima Mariko, ophtalmologue. L'œil a des défenses naturelles pour se protéger contre ces lumières, mais les utiliser au long cours et de façon excessive joue non seulement sur le globe oculaire, mais aussi sur le tissu nerveux qui est la rétine et qui communique avec le cerveau à travers le nerf optique. Quand tu prends les télévisions, quand tu prends les téléphones, quand tu prends les ordinateurs, donc ils ont tous des luminosités d'intensité différentes en valeur manométrique. Mais chacun a ses effets secondaires. C'est vrai, ces appareils sont indispensables aujourd'hui pour faire tout travail. Mais le fait de les accumuler tous les jours et à tout moment de façon chronique fait de telle sorte qu'on accumule beaucoup d'ultraviolets dans notre corps et qui va finir par créer ce qu'on appelle la phototoxicité. La lumière là nous intoxique notre tissu oculaire. Il y a d'autres maladies de l'œil dues à la lumière de ces écrans, surtout si cette dernière est forte. Brahima Mariko. Donc les écrans peuvent donner des lumières très fortes qui peuvent brûler et donner ce qu'on appelle un coup de soleil ou coup de lumière. Donc ces coups de lumière peuvent se manifester par une rougeur de l'œil, par des prurites et souvent même par fini, tu ne peux pas regarder la lumière, on appelle ça une photophobie. Mais en plus de ça, ce qu'on peut sentir, c'est-à-dire quand tu utilises un écran d'ordinateur, un écran de téléphone, et tu regardes la télé sur des aires, sans pause, donc ça va créer ce qu'on appelle l'asthénie de l'œil, ou asthénopie. Donc l'œil va se fatiguer. Mais l'autre effet que nous subissons ou que nous sentons, c'est surtout chez les enfants. Les enfants qui passent des heures et des heures devant une tablette, devant l'écran de télévision, ils vont développer ce qu'on appelle un syndrome qui est appelé le syndrome d'épée. Ce syndrome peut se manifester comment? L'enfant, il va, surtout avant 10 ans, il va avoir de la peine à apprendre ses langues. Du fait que sont nombreux ceux qui sont, comme on le dit, accros à ces appareils, on assiste aujourd'hui à l'augmentation du port des verres correcteurs. Seydou Diallo, ophtalmologue. Même les petits-enfants qui ne portaient pas des verres, on assiste à l'augmentation du port des verres correcteurs chez ces derniers. Parce qu'autrefois, on ne travaille pas trop de près. Le fait de travailler de près diminue la vision de l'œil. C'est ce qu'on appelle la myopie. On assiste à une augmentation de la myopie. Si certains verres corrigent, d'autres sont préventifs. Brahima Mariko, ophtalmologue. On peut utiliser ce qu'on appelle des verres filtrants. C'est-à-dire qu'on utilise dans les lunettes des traitements qui permettent de diminuer l'intensité de la lumière. C'est la raison pour laquelle on va vous dire souvent des verres anti-reflets, des verres photochromiques. Donc ces verres font qu'ils nous empêchent, ils deviennent une barrière entre nous et les rayons ultraviolets dégagés par ces écrans et ça nous protège. Et ces verres aussi nous donnent un certain confort dans notre travail, nous faisant de telle sorte qu'on peut durer devant l'ordinateur sans être fatigué. Les verres aussi permettent de corriger les troubles de réfraction qu'on a. Par exemple, quelqu'un qui a une presbytie, il fournit trop d'efforts pour lire. Donc en utilisant ces verres-là, il se met à l'aise et il peut lire pendant longtemps sans se fatiguer. Adulte, le traitement, c'est avoir une bonne éducation comportementale. C'est-à-dire qu'il faut avoir des heures pour le travail, avoir des heures de repos. Dans notre climat très poussiéreux, très chaud,
on peut utiliser des colliers mouillant la surface de l'œil pour diminuer aussi la sécheresse, pour éviter, diminuant aussi par ricochet la fatigue de l'œil. L'excès de toutes choses est nuisible, a-t-on coutume de dire. Alors, utiliser ces appareils avec modération permet d'éviter les maladies oculaires. Ce Focus Santé met un terme à cette première édition du journal qui vous a été servi par un trio Traoré. À la mise en ligne, Sekou Traoré, aux manettes Bintou Traoré et devant ses micros, Brahma Traoré. Le prochain rendez-vous avec l'information, c'est dans moins de 4 heures pour le 13h dimanche. Merci à vous de nous avoir écoutés et passé d'excellents moments de radio à notre compagnie.